messieurs les commandants des districts de Tchangou, chers collègues des premiers substituts et collègues des substituts, c'est pour moi un grand honneur de recevoir à ce jour monsieur le procureur général en tant que chef du ressort et maître de l'action publique dans notre ressort. Et s'il faut passer par une petite histoire, pour moi, c'est le 6e procureur général depuis que je suis magistrat. Loin de moi de les flatter, mais les qualités que notre procureur général regorge, ce sont des qualités meilleures. Et pour nous, ça constitue une fierté. Raison pour laquelle, au regard de ses expériences professionnelles, parce qu'il en a une ancienneté de 34 ans comme magistrat de profession. Et en regardant les dossiers administratifs, les substituts sous mes ordres, j'ai constaté que 60% n'étaient pas encore nés quand le procureur général a commencé la carrière de magistrat. Quoi de plus normal, au lieu d'organiser des journées où on peut danser la musique, où on peut prendre des photos, que la journée d'aujourd'hui soit honorée comme une journée scientifique afin de bénéficier de ses conseils et de ses orientations. Et pour ce faire, il a été jugé bon que le procureur général puisse s'entretenir avec nous en ce qui concerne la déontologie et l'éthique des magistrats. Et en passant, comme magistrat, chaque dossier que nous recevons a une particularité. Raison pour laquelle j'ai jugé bon, sous l'autorisation du procureur général, de pouvoir m'entretenir avec vous sur le sujet intitulé « Instruction judiciaire et devoir du magistrat instructeur ». Après ces mots, ça suivra des jets de questions et réponses. Et je suis fier et je n'ai pas peur d'intervenir sur ce sujet parce qu'à côté de moi, il y a un maître. À chaque fois que j'ai des difficultés sur le plan du fonctionnement de mon office, sur le plan de la gestion d'un dossier judiciaire, je ne manque pas à me référer au procureur général. Et pour moi, ça constitue même un dérangement parce que c'est chaque jour que je l'appelle. Et s'il y aura des manquements dans ce sujet, il est là pour intervenir et pour corriger. Monsieur le procureur général plaira pour la paix de Kinshasa Matete avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mon propos de ce jour s'intitule « Instruction judiciaire et devoir du magistrat instructeur ». L'instruction judiciaire consiste à poser tous les actes nécessaires ayant trait avec les dossiers judiciaires en vue de la manifestation de la vérité. En d'autres termes, c'est rassembler les éléments de preuve du dossier judiciaire destinés à éclairer la religion du magistrat instructeur dans l'optique de décider en connaissance des causes. L'examen des dossiers d'instruction ainsi que les différents rapports révèlent que certains magistrats instructeurs n'ont pas une connaissance exacte de leurs devoirs. Certaines enquêtes, même très importantes, restent à désirer au point que l'on pouvait parfois se poser des questions si le magistrat ne perd pas de vue que ce n'est pas aux accusés à prouver leur innocence, mais au ministère public à établir leur culpabilité. Une tendance générale d'ailleurs se constate chez les magistrats instructeurs à se décharger des devoirs d'instruction qui entrent dans leur attribution en tant que magistrats instructeurs sur les officiers de police judiciaire. Certains magistrats ne se donnent plus la peine d'interroger un inculpé ou un témoin, voire un renseignant. C'est généralement l'OPJ qui se charge de mener toutes les enquêtes. C'est au magistrat instructeur et non à l'OPJ
qu'il incombe de faire l'enquête et de mener à bon escient l'instruction judiciaire. Dans le cadre ou dans les schémas de l'instruction judiciaire, il y a des règles à suivre. Primo, l'examen attentif par les magistrats instructeurs des réceptions des procès-verbaux et des plaintes. Sur ce point, il y a lieu de lancer des commentaires. Il n'y a pas longtemps, un magistrat de mon office a reçu un dossier d'abus de confiance. Le magistrat a présenté les rapports et l'inculpé est passé aux aveux. Mais lorsqu'on a examiné les dossiers en compilant les pièces qui se trouvaient dans les dossiers, on a constaté qu'il y avait une décharge où une tierce personne était engagée avec les plaignants. Mais la personne qui a été arrêtée, c'est le père de la personne qui s'était engagée avec les plaignants. Dans l'habitude, le propriétaire de la moto, en voulant remettre sa moto à l'inculpé, il a fait appel au père de celui-ci comme témoin. Je viens de remettre ma moto à votre fils, mais je voudrais que vous puissiez signer comme témoin dans la décharge. Et après quelques jours, la moto est perdue. Et on poursuit le papa pour abus de confiance. Et le magistrat n'a pas compilé le dossier, il n'a pas découvert que dans le dossier judiciaire, il y avait une décharge où le papa a signé comme témoin et il ne s'était pas engagé. C'est ici le lieu d'indiquer qu'à chaque fois que le magistrat instructeur réceptionne un dossier, réceptionne une plainte, une dénonciation, la première démarche à faire, c'est de compiler ces dossiers-là, d'étudier d'une bonne manière chaque pièce et de donner l'indication nécessaire à chaque pièce et à chaque demande telle que formulée par les parties qui nous saisissent. Lorsque un procès verbal ou une plainte parvient au parquet, le magistrat qui l'examinera devra le faire avec la plus grande attention, de manière à en dégager les points importants. Et c'est sur ce point important que le magistrat instructeur va consacrer l'instruction du dossier judiciaire. Il doit rassembler les éléments de preuve susceptibles à établir la culpabilité de l'inculpé. De toute évidence, des enquêtes s'enlisent de ce que les premières mesures d'instruction n'avaient été que partiellement en rapport avec les faits dénoncés, ou ne procédaient que d'une incompréhension incomplète du dossier initial, voire erronée de la plainte ou du procès verbal, tel que le cas que je viens d'évoquer récemment. Il y a des cas où les dossiers, tels que transmis par l'officier de police judiciaire, nécessitent d'autres devoirs supplémentaires d'enquête. Ceci m'appelle à intervenir les cas où tout acte d'instruction est superfétatoire au motif que l'OPJ a mené des enquêtes à bon escient et ces enquêtes-là n'appellent pas d'autres indications pour que le magistrat puisse continuer à intervenir ou bien à demeurer avec les dossiers dans son cabinet. Un dossier d'OPJ est suffisamment complet pour que tout acte d'instruction devienne superfétatoire. Dans pareil cas, il est inutile de procéder à une nouvelle enquête sous prétexte qu'une enquête de l'OMP doit suivre celle de l'OPJ. L'enquête de l'OPJ peut se borner, l'enquête de l'OMP, voulais-je dire, doit se borner dans ces cas à l'interrogatoire de l'inculpé sur les points importants de l'affaire. Et c'est sur ce point important-là qui a éludé à la connaissance de l'OPJ, le magistrat instructeur, par rapport de sa technicité, de sa connaissance, doit pouvoir dénicher ces points-là. Et c'est sur ces points importants-là que l'OPJ a omis à mener les enquêtes, que le magistrat instructeur doit s'atteler davantage. À cet effet, le magistrat instructeur vérifiera soigneusement l'identité de l'inculpé et la mentionnera à son procès verbal. Nécessité de prescrire tel ou tel devoir d'instruction. Il peut arriver que l'enquête de l'OPJ soit suffisante et que s'impose la nécessité d'accomplir tel ou tel devoir d'instruction. Dans cette hypothèse, le magistrat instructeur vérifiera minutieusement si ce devoir ne peut être accompli par lui-même plus rapidement et plus complètement que par un OPJ à commettre rogatoirement ou par réquisition d'informations. Cela veut dire que lorsque l'officier du ministère public constate qu'il y a d'autres devoirs qui doivent être accomplis pour que les dossiers puissent connaître une fin ou bien une suite, il doit mentionner ces devoirs-là. Lorsque les devoirs nécessitent une descente ou bien nécessitent qu'on puisse demander à un OPJ de descendre sur les lieux, il ne peut qu'agir. Soit si c'est en dehors de notre ressort,
par la voie de la commission rogatoire, ou c'est dans notre ressort, il doit faire ce que nous appelons une réquisition d'informations adressée à l'OPJ avec les devoirs déterminés. Lorsque l'acte d'instruction peut être accompli sans inconvénient par le magistrat instructeur, il a le devoir d'y procéder lui-même. En procédant de cette manière, le magistrat altérera la solution des affaires judiciaires, car il pourra toujours, lors de l'interrogatoire auquel il y procédera, poser les questions qui imposeront le développement imprévu de l'instruction. Il pourra même proposer, séance tenante, le paiement d'une amende transactionnelle lorsque l'interrogatoire lui aura fait paraître le peu de gravité de l'infraction commise. Lorsque l'enquête doit se poursuivre en dehors de son cabinet, le magistrat adresse trop souvent aux officiers de police judiciaire des réquisitions d'informations en termes vagues et généraux, sans préciser les devoirs à accomplir et qui les charge en fait de procéder eux-mêmes à l'instruction. Il essaie de faire observer que la réquisition d'informations n'est employée uniquement à l'égard des OPJ du ressort du parquet instructeur. Lorsque le magistrat doit faire accomplir un autre devoir en dehors de son ressort, il doit adresser ce qu'on appelle la commission rogatoire au parquet habilité à faire cela. Dans les autres hypothèses, on pourra recourir ou bien faire recours aux commissions rogatoires, comme je viens de l'indiquer, l'exécution des devoirs se faisant en dehors du ressort du parquet instructeur. Il a été remarqué très souvent, les magistrats instructeurs ne versent pas la copie de la réquisition ou de la commission rogatoire dans les dossiers. Or, l'existence de ces documents dans les dossiers s'avérera très utile en cas de perte de l'original, de réattribution du magistrat à un autre magistrat pour autre motif ou par suite d'une imitation. Pour la rédaction des réquisitions d'informations ou des commissions rogatoires, les magistrats instructeurs doivent avoir soin d'étudier préalablement de façon approfondie les éléments d'instruction en leur possession, de manière à établir la délégation la plus précise et la plus complète. C'est au magistrat instructeur qu'il appartient, dès qu'il y reçoit une plainte ou les procès-verbaux d'information préliminaire, de déterminer de façon précise tous les éléments qui lui sont indispensables pour étayer des conclusions et se forger une conviction à donner au dossier judiciaire. Pour ce faire, il est impérieux d'indiquer la langue dans laquelle les procès-verbaux sont rédigés. L'inculpé ou le témoin, ou toute personne susceptible à fournir des renseignements au magistrat instructeur a le droit de déposer dans la langue qu'il parle et comprend. Le principe est d'ailleurs consacré en ce qui concerne l'inculpé par l'article 18 de la Constitution du 18 février, tel que modifié, qui dispose « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend mieux. » Les procès-verbaux seront néanmoins actés en français, soit directement par les magistrats instructeurs, soit avec le concours d'un juré ou d'un interprète assez requis régulièrement, confère l'article 48 et suivant du Code de procédure pénale. Monsieur le procureur général, d'aucuns peuvent se demander quel est le rôle du procureur général, chef d'office, dans les schémas d'instruction du dossier judiciaire tel que décrit ci-haut. En effet, l'article 80 de la loi organique numéro 13, barre 011-B, du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose que les procureurs de la République exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, près de la Cour d'appel, les fonctions du ministère public près les tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix, tout en précisant que l'exercice de l'action publique dans toutes les juridictions du ressort de la Cour d'appel appartient au procureur général près cette Cour. La situation du procureur de la République, chef de l'office du parquet, entraîne la responsabilité de la bonne marche du parquet, sans qu'il en soit possible de donner une énumération complète de ses devoirs. Il essaie de rappeler qu'il ne peut instruire ou siéger lorsqu'il s'agit des affaires jugées complexes ou délicates, soit par lui-même, soit par ses supérieurs hiérarchiques. Les chefs d'office, c'est-à-dire les procureurs de la République, assurent la direction, la surveillance et la coordination des activités des parquets, des magistrats de son ressort. Le procureur de la République a le droit de se faire communiquer chaque dossier traité par ses magistrats. Il a le droit, en sus, de prescrire tel devoir d'enquête
tel travail, telle inspection qu'il juge utile. Le procureur de la République, disais-je, il a aussi le devoir de le faire lorsque son intervention devient nécessaire et le refus d'obéir à ces injonctions est passible d'une action disciplinaire. Par ailleurs, chaque fois que l'examen d'un dossier révèle des insuffisances, des failles ou des irrégularités, le procureur de la République devra, pour règle stricte, de les signaler au magistrat instructeur, de l'inviter à compléter son travail et par des instructions, il veillera à ce que le magistrat instructeur ne tombe plus dans les mêmes erreurs, dans les mêmes négligences ou dans les mêmes irrégularités. Ici, comme vous le savez, toujours présent, Madame la présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili, Monsieur le procureur du tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili, Monsieur le chef de parquet de Lemba et de Njili, Monsieur le premier substitut, je dirais mesdames et messieurs le premier substitut, je m'excuse, mesdames et messieurs les substituts, monsieur le bourgmestre de Njili, monsieur le commandant du district de la Tchangou, ici c'est la Tchangou. Distingués invités, je voudrais m'acquitter d'abord d'un devoir, c'est celui de remercier le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili, avec toute son équipe, qui a bien voulu m'associer à cette matinée scientifique, marquant l'A1 des magistrats nommés en 2023, abusivement appelé M23. Parce que je crois aujourd'hui, personne d'entre vous ne sera fier d'être appelé M23. Le procureur de la République, lorsqu'il m'a saisi pour intervenir ici, il m'a proposé de vous entretenir sur la déontologie et l'éthique de magistrat. J'ai trouvé que c'était un sujet assez ou très important en ce moment où l'on parle toujours en mal de magistrats. Ça, vous le savez, ce n'est un secret pour personne. Et vous savez que nous avons eu à lutter, beaucoup lutter pour que cette image-là soit quand même effacée. Surtout que vous le savez bien que cela était et est souvent le fait des hommes politiques qui voit dans le magistrat un ennemi. Toutes ces considérations nous poussent, nous-mêmes aussi magistrats, à nous examiner. C'est pourquoi j'étais très heureux de participer à cet échange. Je parle d'échange parce que du moins aujourd'hui, chacun de vous sera libre de poser toute question sur tous les cas ou toutes les situations qui vous semblent parfois délicates en tant que magistrat ou magistrate. Donc ici, je ne veux pas faire un exposé académique. Je voudrais parler plutôt beaucoup plus à titre indicatif et le débat qui s'ensuivra va certainement nous enrichir.
OK? D'introduction, je peux dire que la déontologie est l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, ainsi que les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. Chez vous, bien sûr, vous n'allez pas parler des clients, vous allez parler des publics ou des justiciables. La déontologie des magistrats est donc l'ensemble des règles, usages et devoirs devant guider le comportement du magistrat. Les valeurs déontologiques du magistrat constituent un enjeu essentiel de la justice étatique et un gage de confiance de la part des justiciables. Le magistrat est en général un professionnel nommé comme vous par le président de la République. De notre temps, je vous dis qu'on commençait, certains le savent plutôt, par magistrat à titre provisoire. Donc on n'était pas magistrat. Magistrat à titre provisoire. De votre temps, vous avez la chance d'être directement nommé magistrat. Donc nous, on n'était pas nommé, on était désigné magistrat à titre provisoire, quitte à vous de prouver que vous méritez d'être nommé à l'issue d'une période probatoire d'une année, sanctionné par un rapport. Les rapports étaient faits par celui qui vous encadre. Pour lui-même, s'il n'a pas de premier substitut, ou alors un premier substitut encadré. Donc, vous êtes donc nommé magistrat par le président de la République au sein des juridictions et offices en vue soit de veiller à la défense de l'ordre public ou à celle de certaines catégories de personnes, soit de dire le droit et trancher des litiges opposant des particuliers entre eux ou ceux-ci et les autorités publiques. Et vous êtes parmi les autorités publiques aussi. Les magistrats en particulier, sous l'ordre judiciaire, ceux de l'ordre judiciaire plutôt, appartiennent à un corps d'élite. Le magistrat que vous êtes, vous appartenez à un corps d'élite. Je reviendrai sur ça. Dont les membres sont parmi les plus instruits de la société, parce que aux conditions pour accéder à la magistrature, la loi organique 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat tel que modifié à ce jour, exige de tout candidat d'être titulaire d'un diplôme de licence ou de doctorat en droit. Donc vous ne verrez pas un magistrat qui soit gradué. Tout magistrat est d'abord licencié. En droit, bien sûr, pas en sociologie, ni en sciences politiques, moins encore en relations internationales. Licencié ou docteur en droit. Par ailleurs, l'article 5 de la loi organique portant statut des magistrats prévoit qu'avant d'entrer en fonction, le magistrat prête le serment suivant. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement, fidèlement, avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. L'article 7 de la même loi organique ajoute que le magistrat sert l'État avec dignité et dévouement. Le magistrat sert l'État avec dignité et dévouement. Il veille dans l'accomplissement de sa tâche à sauvegarder l'intérêt général et accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en raison de ses fonctions, lui sont imposées par les lois et les règlements. Cependant, l'instruction et le serment du magistrat ne constituent nullement une garantie suffisante de la moralité ni de l'impartialité. Deux qualités indispensables à la profession de magistrat. Il me revient de constater que plusieurs analyses dénoncent de plus en plus une crise de valeur morale au sein du personnel judiciaire.
surtout des magistrats. Le reste est généralement laissé à l'ombre. Quand le greffier commet des bêtises, c'est le magistrat. C'est le juge, c'est le président du tribunal. Quand les agents du secrétariat commettent des bêtises, c'est le magistrat. Beaucoup plus le procureur de la République ou le chef de parquet. N'est-ce pas? Les autres sont tenus à l'écart. D'aucuns affirment que la justice congolaise est malade. À tort ou à raison, les magistrats sont particulièrement accusés de verser dans la corruption, cette graine qui gangrène plutôt la justice. Et certains ont même décrit la RDC comme une société de corruption en putréfaction uniformément accélérée. Le délabrement moral continue. D'où l'intérêt pour moi, en ma qualité de procureur général, après la cour d'appel de Kinshasa-Matete, exerçant la plénitude de l'action publique dans ce vaste ressort, comme l'a si bien dit le procureur de la République, de rappeler aux jeunes magistrats que vous êtes et sur qui repose l'avenir de notre justice, en particulier aux jeunes magistrats placés sous mon autorité et mon encadrement, les fondamentaux de la déontologie et l'éthique du magistrat. À cet effet, mon propos s'articulera autour de 3 points essentiels. Dans un premier temps, il sera question d'énumérer les textes juridiques régissant les devoirs déontologiques du magistrat congolais, avec bien sûr recommandation à chacun ou à tous de lire ces différents textes afin de mieux vous imprégner des devoirs que vous avez en tant que magistrat. Les textes juridiques, plutôt la faute disciplinaire du magistrat, constituera le deuxième point. La procédure et les sanctions disciplinaires du magistrat, qui constituera le troisième point. S'agissant des textes juridiques régissant le devoir déontologique du magistrat congolais, vous comprendrez que je ne voudrais pas ici entrer en profondeur de tous ces textes. Comme je l'ai dit, si chacun de vous s'est donné la peine de les lire, il comprendrait à quelle profession il appartient et à quel comportement la société attend de lui. Les valeurs déontologiques du magistrat peuvent être résumées par le devoir, tels que l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la diligence, le devoir des réserves, etc., ainsi que les incompatibilités, interdictions, telles que l'incompatibilité d'exercer d'autres fonctions publiques ou privées, de cumuler donc, d'exercer directement ou indirectement le commerce, l'interdiction de violer la neutralité politique, de se livrer à des manifestations d'hostilité contre le gouvernement, ou mieux le pouvoir public. Cependant, il convient de préciser qu'aucune loi particulière ne régit de manière spécifique l'éthique et la déontologie du magistrat en République démocratique du Congo. Les principes qui règlent la conduite du magistrat congolais résultent des dispositions tirées de plusieurs textes épars, à la fois législatifs et réglementaires, parmi lesquels il y a lieu de citer. Ce sont les différents textes que vous devez lire avec beaucoup d'intérêt. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi 011/002 du 20 janvier 2011, c'est-à-dire notre loi fondamentale actuelle. En lisant cette loi, la Constitution donc, vous pourrez découvrir le devoir de magistrat et bien sûr certains, je dirais, interdits pour des magistrats. La Constitution proclame notamment l'indépendance de la magistrature et impose aux magistrats le respect des conditions et des formes légales en matière
de détention et de condamnation. La Constitution retrace déjà le cadre dans lequel le magistrat peut opérer et de quelle manière le magistrat peut agir lorsqu'il se trouve devant un dossier judiciaire. Le procureur qui a la direction justement de l'office vous a rappelé. Et chaque fois, comme vous rappelle votre serment, la Constitution et les lois doivent être votre guide ou vos guides pour tout acte que vous aurez à poser. Nous y reviendrons. La loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. C'est cette loi-là qui nous régit en tant que magistrats. Le statut des magistrats définit quelques comportements interdits aux magistrats. Il fixe le régime disciplinaire à leur appliquer et énumère les activités incompatibles avec leurs fonctions. Par le serment qu'elle commine, cette loi soumet le magistrat à l'obligation de pratiquer les vertus indispensables à l'exercice de ses fonctions. La loi organique numéro 13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, elle aussi organise et précise notamment les termes des rapports du magistrat avec sa hiérarchie et avec le ministre de la Justice. Elle organise la récusation, le déport et la procédure en matière de suspicion légitime. Le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour réprime sévèrement certaines infractions lorsqu'elles sont commises par des magistrats. Certaines autres infractions sont propres aux agents publics auxquels sont assimilés les magistrats. Détournement des deniers publics, abstention coupable, corruption et concussion, etc. Le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié et complété à ce jour. Ce code assigne aux magistrats des règles rigoureuses de conduite dans l'instruction des dossiers et dans l'application des mesures privatives des libertés. Ça, vous le savez si bien. Lorsque vous décidez d'arrêter quelqu'un, c'est le code de procédure pénale qui vous en donne les directives. Vous savez dans quelles circonstances vous pouvez priver quelqu'un de sa liberté. Et là, ça vous ramène aussi à la Constitution, qui vous rappelle constamment que le principe, c'est quoi? La liberté, et l'arrestation, c'est l'exception. Nous avons aussi la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Elle prévoit et organise la prise à partie des magistrats. J'ai déjà été prise à partie pour une réquisition d'informations. On va discuter peut-être, certains d'entre vous me diront si une telle procédure peut aboutir à l'égard d'un ministère public. Maintenant que je vous parle, je suis encore prise à partie pour une autre réquisition signée par un magistrat de mon office. Donc, vous devez aussi vous imprégner de textes, notamment de cette loi qui porte procédure devant la Cour de cassation. Le décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Le magistrat, comme vous le savez, est un agent public de l'État. Ce code énonce en termes généraux quelques règles morales que tous les agents publics de l'État
indistinctement, sont tenus d'observer. Nous avons l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours et tribunaux et des parquets. Cet arrêté explique et détaille les devoirs professionnels énoncés par la loi. Nous avons aussi les instructions et notes de service pris régulièrement par les chefs de juridiction et d'office en vertu de leur pouvoir administratif. Ces notes et instructions de service tendent à rappeler ou à expliquer les règles de conduite et certains devoirs aux magistrats sous leur direction. J'étais content de suivre le procureur de la République par rapport au point relatif à la direction du chef d'office ou la direction de l'office. Ça incombe, c'est l'un des pouvoirs ou le pouvoir du chef d'office qui est le procureur de la République ou le chef de parquet. Il convient de préciser que toutes les règles déontologiques du magistrat ne sont pas écrites. En dehors des textes, certains usages et coutumes déontologiques naissent de la pratique professionnelle et viennent enrichir ou compléter les textes sur l'éthique et la déontologie du magistrat d'un apport non négligeable. Tel est le cas de la pratique non écrite consistant pour les juges à appeler les affaires par ordre de préséance des avocats. Si vous présidez, Madame Présidente Hélas, vous présidez une chambre et que vous ne respectez pas l'ordre de préséance au niveau des avocats, le syndic ou le bâtonnier peut aussi saisir votre hiérarchie contre vous, surtout lorsqu'il constate que vous le faites de façon tout à fait volontaire, de façon délibérée. Vous voyez, c'est quelque chose qui appartient à notre corps, mais qui nous est aussi incombé. De la faute disciplinaire du magistrat. Au terme de l'article 46 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, la faute disciplinaire est tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions. La faute disciplinaire est définie comme tout manquement. Tout manquement. Que peut-on mettre dans ce tout? C'est tout. C'est tout ce qu'on peut mettre. Tout manquement. La faute déontologique du magistrat peut résulter de ses rapports professionnels et sociaux, notamment des rapports du magistrat avec sa hiérarchie, ses collègues, les agents de l'ordre judiciaire, agents de police judiciaire, greffe, secrétaire ou secrétariat, huissier, etc. Avec les avocats, les cadres des autres institutions et services publics de l'État, les justiciables ou des rapports extra-professionnels du magistrat. Avec son environnement social, bien sûr, la presse, les associations, la politique, etc. Dans cet ordre d'idée, l'article 47 du statut des magistrats cite à titre exemplatif quelques comportements constitutifs de fautes disciplinaires dans le chef du magistrat. Ces fautes sont énumérées de façon non exhaustive. Le fait pour un magistrat du parquet de ne pas rendre son avis dans le délai suivant, en ayant 10 jours au pénal, bien sûr réquisitoire. Si vous avez sollicité une remise pour préparer votre réquisitoire, vous ne pouvez pas le faire au-delà de ce délai. En ayant 30 jours pour les matières de travail, en ayant 30 jours pour les affaires civiles ou commerciales. Le fait pour les juges de ne pas prendre une décision dans le même délai. Le fait pour les juges
de ne pas prendre une décision dans le même délai. Voyez, rien que le fait de dépasser le délai qui vous est imparti par la loi constitue pour vous une faute disciplinaire. Donc un manquement devant vous exposer à des poursuites disciplinaires. Le fait pour un magistrat de chercher directement ou indirectement à entrer en contact avec les parties en cause avant son avis ou sa décision selon le cas. Il y a de cela quelques années, c'est un condisciple, hein, bien sûr, il n'a pas fini avec moi, on a commencé avec l'université. Alors qu'il était juge, il avait pris un dossier en délibéré, et le dossier avait mis beaucoup de temps. Les avocats ont saisi le ministre de la Justice. Est-ce qu'ils avaient saisi le président ou le premier président qu'ils n'ont pas eu de réponse? Ils sont allés saisir le ministre de la Justice parce que c'est dans le même bâtiment, parce que à ce moment-là, le juge était de la Gombe. Et lorsqu'on appelle le premier président, il appelle le juge qui vient, et devant le ministre de la Justice de l'époque, vous direz peut-être qu'il était envoûté, mais c'est le juge, le collègue qui dit « Non, j'attendais que le parti vienne me voir. » Comme ça. J'attendais que le parti vienne me voir. Le ministre dit au premier président « Monsieur le premier président, qu'attendez-vous d'autre? Que cherchez-vous d'autre pour constater justement que le magistrat s'est placé dans une situation de corruption ?» Et il a été sanctionné. Je ne dis pas qu'il a été révoqué parce qu'il est dans le corps. Bien plus, il est maintenant président à la Cour. Le fait de procéder à des arrestations et détentions arbitraires, ça concerne beaucoup plus vous, les magistrats du parquet. Le fait de ne pas informer l'inculpé ou le prévenu de ses droits, conformément à l'article 17, aux articles plutôt 17 et 18 de la Constitution. Le fait d'encourager ou de pratiquer la torture. Le fait pour un magistrat de violer les termes de son serment. Le fait pour un magistrat au cours de l'instruction de se rendre coupable de tortures ou d'autres traitements cruels, inhumains, dégradants, ou encore des harcèlements et des violences sexuelles. Des harcèlements et des violences sexuelles. Ça concerne beaucoup plus le magistrat homme, n'est-ce pas? Même les femmes aussi. Bon, mais signale que même les femmes aussi font ça. Et effectivement, vous devenez de plus en plus nombreuses, hein? C'est pas impossible. Il convient de préciser que toutes les fautes déontologiques ou disciplinaires du magistrat ne sont pas nécessairement écrites, ni forcément liées à l'exercice de ses fonctions. Certaines fautes peuvent résulter même d'un comportement affiché en dehors des fonctions, de ses fonctions, ou en dehors des lieux de travail. Car le magistrat n'a pas de vie privée. Collègues, je répète, le magistrat que vous êtes, vous n'avez pas de vie privée. Il en est ainsi d'un magistrat qui aurait la mauvaise habitude de battre son épouse à domicile. L'inverse étant aussi vrai, parce qu'aujourd'hui on trouve des épouses qui battent leurs époux. De même, le fait pour un magistrat moins gradé, qui marche avec son chef, de se positionner à la droite du chef. En montant, j'ai corrigé vos chefs. Comment ils devaient marcher avec moi. N'est-ce pas, madame? Ça vous trouble, hein? C'est arrivé comme ça. J'avais déjà écrit, mais j'ai constaté ça aussi. Merci beaucoup, monsieur le procureur général. Je suis le premier substitut Kabila Kachoma David, aux initiales DK. Monsieur le procureur général, ma première question concerne
l'instruction des magistrats en ce qui concerne les infractions les plus récurrentes que nous sommes en train de connaître dans notre ressort. C'est celle de occupation illégale, faux et usage de faux. Il y a quelques temps passés, nous avons reçu les inspecteurs des services judiciaires qui sont venus pour nous inspecter en ce qui concerne les suspensions des travaux. Il y a quelques jours passés, monsieur le procureur général, j'ai reçu un collègue qui instruisait un dossier qui concernait toujours l'occupation illégale. Alors, il y a deux parties qui se querellaient une parcelle. Et sur le terrain, c'était des bagarres, c'était des querelles. Il est venu me voir, il m'a posé la question, est-ce que, chef, à ce stade, on ne peut pas d'abord suspendre les travaux pour que nous puissions entendre toutes les parties et voir à quel niveau on peut les amener. Certes, j'avais pris une décision courageuse. Je lui avais dit de préparer une réquisition d'informations. On avait saisi le procureur de la République qui avait visé et on avait, en son temps, fait descendre un inspecteur judiciaire sur les lieux pour aller suspendre les travaux. Quel est votre point de vue par rapport à la suspension des travaux à ce jour, alors que les services généraux de l'inspectorat nous en avaient déjà inspecté quant à ce. Ça, c'est ma première question. Monsieur le procureur général, vous allez constater sur les réseaux sociaux, les magistrats sont victimes de beaucoup de faits de vandalisme depuis dames. En droit du travail, nous avons étudié que le parcours entre la maison et les lieux du travail, pendant ce parcours, la personne est considérée comme étant en train de travailler ou bien au lieu du travail. Un magistrat qui se retrouve victime de faits de vandalisme, d'injures ou de quoi que ce soit, au moment où il sera au travail ou au moment où il est en train de retourner vers chez lui. Comment peut-il faire constater l'infraction d'outrage au magistrat? Si oui, comment peut-il le faire? Merci, monsieur le procureur général. Moi, ce magistrat, Daniel Ngoï Katoubo, les initiales NKB, premier substitut du procureur. Ma question, j'ai des petites questions à vous poser. La première question, tout au début de votre intervention, vous avez dit que le magistrat est un agent public de l'État. Comme agent public de l'État, il est régi par les statuts de l'agent public de l'État. Au moment où nous avons notre statut de magistrat, quelle est la place de ce statut de magistrat si nous sommes considérés comme agents publics de l'État? La deuxième question, vous nous avez parlé de l'inspection des ordres judiciaires, nos inspecteurs. Ma question est de savoir si l'inspecteur constatait une infraction à l'égard des magistrats, est-ce qu'il a le pouvoir de les placer sous main? Merci. C'est la substitut du procureur au moment qu'en arrière, au parquet que les tribunaux disent. Monsieur le procureur, moi j'ai une petite préoccupation. Ma préoccupation est la suivante. C'est sur les dossiers demandés en communication. Deux fois, je voulais un peu savoir, tu peux envoyer juste un mandat de comparution et les dossiers demandés en communication. Je ne sais pas, ça ne vous aide pas vraiment à bien travailler ici. Je peux avoir un peu une petite réponse comment ça se passe. Si vous voulez,
vous, en tant que magistrat, vous retrouvez chaque fois à répondre, à réagir. Je vous pose la question, collègue Thio. Pensez-vous que vous serez respecté? C'est comme ce qu'on a toujours dit. Vous êtes en train de vous laver dans votre douche. Pas de douche actuelle, les anciennes douches comme on appelait Kikos. Un fou vient, n'est-ce pas? Il prend vos habits, vous sortez, vous le poursuivez. Dans quelle tenue vous retrouvez, vous comprenez? Entre vous, qui sera qualifié de vous? C'est le magistrat. Il y a des choses qui choquent l'homme que vous êtes. Vous comprenez? L'homme instruit, plein de pouvoir, prêt à avaler même une personne qui est devant, n'est-ce pas? Notre déontologie vous demande justement d'avoir un sens élevé de maîtrise. C'est ça être magistrat. C'est pourquoi, il y a de cela quelques années, on disait qu'il fallait qu'il y ait un répondant, c'est-à-dire un porte-parole au niveau du CSM. Et moi qui vous parle, j'étais. Peut-être parce que maintenant je suis procureur, vous allez croire que moi je ne suis pas devenu d'emblée du coup, non. Je suis passé par là, là où vous êtes, n'est-ce pas? Et j'avais aussi une attitude. J'avais une attitude. Les quelques collègues avec qui je partage un peu mon expérience, je leur dis souvent des débats avec mes chefs, ceux qui à ce moment-là furent mes chefs hiérarchiques. Nous nous trouvons à Lubumbashi, le gouverneur de l'époque, comme vous savez qu'il avait la langue trouée lorsqu'il se parle parfois même des magistrats, des juges, il lance un message, il dit, mais voilà, un escroc. Demain, on va le traduire devant le juge et on le verra acquitté. Tous ces juges qui rendent de tels jugements, de telles décisions n'ont pas leur place ici. Vous comprenez? C'est passé. Quelques magistrats réagissent. C'est ça, cette réaction que vous voulez. Non, nous on ne peut pas nous traiter comme ça, que nous n'avons pas de place. C'est un langage déplacé, tout ça. Et ils parlent, ils réagissent, ils écrivent. Et ils parlent en mal de cette autorité provinciale qui n'avait pas leur niveau. Vous comprenez un peu? Effectivement, ils n'avaient pas leur niveau. Il n'a pas votre niveau. Nombreux n'ont pas votre niveau. Ça, vous savez, non? Est-ce que tout le monde... Vous avez lu la circulaire du PGR par rapport aux réquisitions tendantes à la suspension des travaux? Il y avait des guépissements, mais aussi des suspensions des travaux. Il proscrit cela, mais il nuance. Sauf si le conflit est de nature à créer des troubles. Non. Lorsque les gens se battent, se retrouvent parce qu'ils se précipitent une portion de terre et que vous savez qu'il y a des coups et blessures volontaires, vous, magistrats du parquet, saisis par l'une des parties, soit pour occupation illégale, ou c'est pas moi, ou faux usage de faux, vous êtes appelés, vous êtes en droit de suspendre les travaux. Parce que c'est là l'objet qui fait que qu'il y ait ce genre de comportement. Parce qu'il y a trouble à l'ordre public. Et vous, vous êtes qui? Vous, ministère public, vous êtes qui? Justement, les garants de l'ordre public. Vous devez intervenir pour mettre fin à ce trouble. La hiérarchie, toute la hiérarchie est unanime sur ce point. On ne refuse pas. Mais s'il s'agit, s'il n'y a pas ce genre de cas, de situations plutôt, de troubles, de cas, de coups et blessures volontaires, de menaces de mort, vous allez suspendre pourquoi? Dès lors que vous arrivez à constater que les deux parties ont des titres, classer les dossiers sans suite, orienter les parties vers le juge, leur juge naturel. Vous devez vous accrocher au dossier pourquoi? Vous devez
Vous avez parfois des dossiers qui durent des années, des années. À mon office aussi, il y en a. J'ai un magistrat qui est là, celui qui supervise votre épaule. Il est ancien là-bas. Les dossiers que vous avez ne sont pas appelés à rester éternellement dans mon cabinet. Il requiert solution. Vous devez solutionner. C'est pourquoi à la fin de chaque mois, on vous demande de produire un rapport mensuel. Chose que je constate ici à Kinshasa, on n'est pas très regardant par rapport à ça. Les dossiers que vous instruisez sont appelés à être solutionnés. Vous ne pouvez pas vous accrocher à un dossier parce que vous savez que dans ce dossier, telle partie a ceci. Non. Nous allons parler de manquement aussi. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dire aux partis, voilà, vous deux, vous avez des titres, à mon niveau, en tant que ministère public, je n'ai aucune décision. Allez devant les juges. S'il y a des troubles, comme dans un dossier, je crois que ce n'est pas le collègue Béten qui a ça, ils sont devant le tribunal. Mais moi, j'ai maintenu la mesure de suspension prise par le parquet. J'ai maintenu, pourquoi? Parce que devant le juge, ils n'ont pas demandé cela. Devant le premier juge, parce que le dossier se passe maintenant au degré d'appel. Ils sont venus pour dire que dès lors qu'il y a eu une première décision, votre mesure de suspension, moi je dis, la mesure reste maintenue. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'une des parties est en train de manipuler, à vouloir faire beaucoup de remises, tout ça. Et pendant ce temps, je ne dirais pas, avec la complicité des juges, il veut tirer des avantages pour continuer à construire. J'ai dit, la mesure reste. Les forts financiers sont en train de malmener les faibles. J'ai dit tout à l'heure, on nous critique. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de faire une sorte d'introspection entre nous. Ici, heureusement qu'il n'y a que des magistrats du parquet. Mais j'aurais souhaité que par moment, on se retrouve avec les collègues du siège. Les magistrats du parquet, vous avez votre responsabilité par rapport aux différentes arrestations que vous faites, qui sont parfois aussi qualifiées d'arbitraires ou d'inopportunes. Mais heureusement pour vous, vous n'avez pas la décision qui sanctionne la fin d'un litige. C'est le juge qui a la décision. Et ces décisions-là, essayez de les analyser. La conduite même de la procédure, puisque nous sommes en matière de conflit foncier, n'est-ce pas? Le conflit foncier, qui peut éclairer la religion du tribunal? C'est le service attitré, n'est-ce pas? Le service de cadastre. Que direz-vous d'une composition qui refuse, lors d'une descente organisée ou d'une descente programmée, la présence des agents de cadastre? Comment trouvez-vous ça? On dit non, les géomètres ne peuvent pas venir, non, les messieurs de cadastre, non, nous n'avons pas besoin de croquis. Mais vous descendez sur terrain, vous allez vous baser sur quoi? Parce que lui, il est technicien. Et vous dites déjà d'emblée non. Et vous commencez à blâmer le greffier qui a fait parvenir un exploit aux agents de cadastre. Entre vous ou entre nous, est-ce que ça peut se concevoir? Collègues, est-ce que ça se conçoit? Ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. Et vous descendez sur le terrain, on vous dit que, et vous, la partie aussi du ministère public,
il y a ce qu'on appelle la planche, n'est-ce pas, du cadastre. Lors de la descente, on doit voir ça. On vous dit, nous sommes ici, voilà la planche. Voilà le numéro cadastraux. Ça part de tel numéro à tel numéro. Vous, même sur le terrain, en déposant la carte, la planche, vous avez toute la configuration. Donc, vous pouvez aisément comprendre la personne qui refuse la présence de techniciens avec tous ces éléments. Vous pouvez déjà comprendre pourquoi il refuse. Or, vous êtes juge, c'est-à-dire appelé à trancher un litige pour mettre fin au conflit. Et vous, ministère public, vous êtes aussi à la descente. Que privilégiez-vous? Ou qui privilégiez-vous? Privilégiez-vous le droit qui doit vous mettre tout le monde d'accord, ou bien autre considération? Et vous savez, les numéros cadastraux se suivent, n'est-ce pas? De sorte que, par rapport aux voisins, on peut demander, lors d'une descente, on peut demander aux voisins de montrer les titres. On peut voir que oui, le voisin ici, son numéro c'est 2233, ici c'est 2234, ainsi de suite, ça se suit. Alors, quelqu'un qui vous apporte un document dont le numéro n'est pas là, comme un cheveu dans la soupe, un greffon sur un corps étranger, allez-vous vous admettre ça sur le site? Et vous, ministère public, que faites-vous? Parce que vous êtes aussi appelé, même si vous êtes appelé à, justement, vous êtes organe de la loi. Vous êtes organe de la loi. La loi dite foncière, c'est une loi, non? Oui. Qui est appelé à appliquer cela et à veiller à la bonne application de cette loi. Et vous êtes là présent à une telle descente. Quel est votre rapport? Vous dites quoi lorsqu'on blâme un greffier parce qu'il a instrumenté? Vous dites quoi lorsqu'on refuse que l'agent de cadastre explique? Certains seraient tentés de me demander, mes chefs, mais la police de l'audience, là, c'est le juge, mais moi, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que c'est une matière qui concerne la police de l'audience? Cette matière-là, ça concerne la police de l'audience? Mais je vous dis, en tant que ministère public, lorsque vous défendez un point de vue de droit, en tant qu'organe de la loi, et que vous constatez qu'il y a déjà une certaine partialité qui se dessine par rapport au refus systématique et délibéré, vous retirez votre comparution parce que vous ne pouvez pas participer à quelque chose qui est injuste. Et ça, nous les chefs, nous autorisons. Parce que déjà, quand vous dites ça, celui qui préside la composition, il va déjà commencer à paniquer parce que vous allez faire votre rapport. Celui qui vous parle a déjà retiré son ministère public à une composition qui, venue pour une descente, s'est transformée en chambre foraine. J'ai dit, il n'y a pas de chambre foraine ici. Vous êtes venu pour une descente, ça se limite à la descente. La chambre foraine se prépare plus tôt. Il n'y a jamais eu de décision de tenue des chambres foraines ici. Et j'ai dit au magistrat, vous ne partez pas. Mais pour me rassurer, j'étais chef de parquet. J'étais chef de parquet. J'appelle le procureur général. Il dit, attendez, je vais me concerter avec le premier président. Mais moi, je suis d'avis que vous ne pouvez pas siéger à cette audience-là. Quelques minutes après, on m'appelle pour me dire, collègue, vous avez raison, vous ne siégez pas. Dites au président qu'il est venu pour une descente. Et dès qu'il a fait la descente, c'est fini, il rentre. Vous comprenez? Il ne peut pas dire établir un procès verbal de carence. Non. Là, c'est une autre affaire. Vous comprenez? Donc, voilà. Je suis allé un peu plus loin. Mais s'agissant justement de suspension, vous devez juger de l'opportunité. Est-ce qu'il y a trouble? S'il n'y en a pas, collègues, ne donnez pas au dossier que vous instruisez un caractère personnel. Détachez-vous de tous les dossiers. Ce qu'il y a chez nous, généralement, on s'accroche au dossier en donnant à ces dossiers un caractère personnel.
Mais vous allez piquer des crises si on vous dit que ce n'est pas ça. Ok? Bon, outrage à magistrat sur les réseaux sociaux. Et vous dites, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je crois que j'ai donné outrage à magistrat sur la route. Vous avez parlé de ça aussi. Lorsqu'on vous outrage pendant que vous êtes en route, vous êtes entre le lieu de service et la maison ou en sens inverse. Je suis à Lubumbashi, procureur de la République. Un matin, je vois un de mes magistrats qui arrive avec une lèvre blessée, une dent cassée. Il me dit, chef, j'étais en train de venir. Un monsieur m'a cogné par le derrière. Je suis arrêté, je suis sorti. Lui demandant, monsieur, mais pourquoi vous avez fait ça? Il est sorti du volant. Il a quitté son volant pour venir me donner des coups. On dit, ah bon? J'ai demandé qu'on ouvre un dossier, non seulement pour cause de blessure volontaire, mais aussi pour outrage à magistrat. Je crois qu'il répond déjà à votre question. Hein? Lorsque vous mettez en route pour le service, vous êtes déjà en pleine activité. En ce qui me concerne, ça. J'ai fait ça. Et certainement, vous allez vous demander quelle était la réaction de la hiérarchie. La réaction de la hiérarchie. Le collègue est venu avec du sang. On dit qu'il venait travailler. Du coup, il se retrouve avec une dent cassée, avec une lèvre coupée, et puis avec du sang. Donc c'est comme pour vous dire que moi aussi j'étais parfois frustré par certaines réactions de mes chefs. On vient me dire, pas question de flagrance. Oui. Moi, je dis, chef, on le passe à flagrance. Non, collègue, moi, je dis, chef, on le passe en flagrance. Mais le chef reste chef, n'est-ce pas? Oui. Vous allez discuter avec un chef, le procureur général. Comme vous là-bas, vous discutez avec moi. Même eux là-bas, si discutent, collègue, donnez les dossiers. Je vais vous apprendre que les dossiers sont mes dossiers, alors faites tout ce que vous voulez. Après, c'était non. Vous voyez, si vous faites ça, on va croire que parce que vous êtes magistrat, alors voilà, tout ça. Et il a accepté de prendre, de supporter les soins médicaux. Ça a été fait comme ça. Mais je n'étais pas du tout satisfait. Moi, en tant qu'homme, je n'étais pas satisfait. Mais je devais me plier à la position de la hiérarchie. Vous comprenez? Mais moi, j'autoriserais que la personne passe en flagrance. Même aujourd'hui, si cela arrive à l'un d'entre vous, la personne doit passer en flagrance. C'est pour répondre à la question du collègue. On s'amuse beaucoup avec des magistrats. On s'amuse beaucoup avec des magistrats. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est ça que je dis aussi au chef, à la hiérarchie. Je dis non, chef. En temps normal, ça va. Mais quand on touche un magistrat de cette façon-là, la personne passe en flagrance. On n'a plus à réfléchir deux fois. Flagrance, s'il est condamné, ça va servir de leçon. N'est-ce pas? Donc, vous devez travailler dans le respect des textes qui vous régissent, mais en tenant compte, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi des instructions de la hiérarchie. Ok? Donc moi, je suis de ceux qui croient que le magistrat doit être respecté. Mais au-delà de cela, le magistrat n'est pas n'importe qui. Il a aussi un honneur, une dignité à sauvegarder. Parce que ce ne sera pas aussi bien de vous voir chaque fois devant les cours et tribunaux, même en qualité de victime, collègues. Ce n'est pas du tout bien. N'est-ce pas? Hein? Et souvent, c'est à la barre plutôt qu'on manque du respect au magistrat. N'est-ce pas? Il vous est déjà arrivé de voir comment les gens se chamaillent, non? Vous sentirez-vous à l'aise de se retrouver comme ça avec quelqu'un qui n'a pas votre niveau, en train de... Tout ça. Hein? Parfois, vous êtes ministère public. Yozo lo bandeng mona, yozo laki. Vous comprenez un peu? On vous dit ça. Vous dites quoi? Bah, condamné à 10 ans, à 20 ans, peine de mort. Yozo laki. Bon, il vous dit comme ça.
Vous allez dire non, délit d'audience. Non. Ça passe. Vous devez vous taire. Il faut même dire, monsieur le président, madame le président, il faut lui retirer la parole. Non, non, c'est son droit. Vous comprenez? Bon, il y a des choses comme ça que vous devez, devant lesquelles vous devez vous maîtriser. Avoir beaucoup de maîtrise, parce que vous n'appartenez pas à n'importe quelle classe. OK? Alors, il y a le magistrat Ngoï qui a dit que j'ai affirmé tout à l'heure que le magistrat était un agent public et qu'il était régi par le statut. Collègue, vous êtes le seul à avoir entendu ça? Moi, je n'ai pas dit qu'il est régi par le statut des agents publics de l'État. J'ai dit simplement que par rapport aux règles déontologiques, en fait, par rapport à l'éthique plutôt, la déontologie concerne notre profession, l'éthique, vous comprenez? Ça, c'est l'éthique des agents publics de l'État. Le code de conduite, ce n'est pas le statut. Le code de conduite, c'est un autre texte. Vous comprenez? Le statut, c'est le statut des agents de carrière des services publics de l'État. Mais le code de conduite de l'agent public concerne tous les agents publics. Ce code-là vous est aussi applicable. Ce n'est pas le statut de carrière. Vous comprenez la différence? Alors, la collègue... non, il y avait une autre par rapport à l'inspecteur, où il y a quelqu'un, un magistrat d'inspection, de l'inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires, qui arrive en inspection, s'il peut constater et arrêter. Dans quelles conditions peut-on arrêter, même un justiciable? Vous pouvez répondre. Collègue, je vous pose la question. D'abord, il faut qu'il commette quoi? Une infraction. Oui. Mais dans quel cadre vous allez constater ça? Oui, mais l'instruction de quoi? D'un dossier. Mais lui, il vient en inspection. Il vous arrête sur base de quoi? Par rapport à quel dossier? Il constate par exemple la concussion. Allez-y droit au but. La concussion. Par exemple, il y a une corruption. Oui. C'était ignorant, par exemple. Oui. Le magistrat. Et que une partie vient de dénoncer ça. Oui. Ça constitue que j'ai le fait. Oui. Oui. Et là, dans ces cas-là, est-ce que l'inspecteur peut se saisir? De quel inspecteur voulez-vous parler? De quel inspecteur? C'est ceux qui sont venus du parquet général ou bien de l'inspecteur? Mais justement, il va vous arrêter sur base de quoi? Ceux-là peuvent ordonner l'ouverture d'un dossier au sein de votre office, hein, ceux qui sont venus là. Et déjà à partir de là, on vous dit, vous transmettez le dossier. Ou bien il vous prend vous, il ordonne qu'on vous escorte, ce qui ne sera pas bien. C'est comme ça que vous devez absolument... Hein? Vous comprenez? Eux, ils peuvent bien le faire. L'autre, il constate seulement, il fait un rapport, il nous envoie le dossier, on ouvre et puis on continue. Ça va? Mais eux, oui, eux peuvent le faire. N'est-ce pas, collègue? Ils vous prennent, monsieur le procureur, mettez à notre disposition quelques policiers. On va escorter les collègues ici. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. OK? Alors, la collègue Mbombo a demandé, en fait c'est une préoccupation, hein, des dossiers demandés en communication, alors que l'une des parties, surtout la partie accusée, n'a pas comparu. Alors, je suis à côté de votre chef. Quelle est l'instruction verbale que j'ai déjà donnée pour ces gens de dossiers? Les chefs nous avaient dit, une fois qu'on est saisi par une demande de communication et qu'on constate que les parties n'ont pas été auditionnées par les magistrats, on les contacte directement pour lui expliquer la situation et il va demander au magistrat
de continuer l'instruction. C'est une information pour nous. Ok. Et les collègues sont là. Je vous l'ai déjà dit non, plusieurs fois, au cours des réunions. Et je crois que l'un d'entre vous a déjà retourné un dossier parce que la partie appelée devant le magistrat n'a pas comparu. Il s'est précipité à venir faire demander le dossier en communication, n'est-ce pas? Et on a retourné le dossier. Collègues, vous êtes des magistrats. Vous comprenez? Trésor, je te rappelle, hein? Je te rappelle. Vous êtes des magistrats. Je ne peux pas, parce que je suis procureur général, même si quelqu'un me connaissait. Le magistrat El Kayou n'est pas ici. Il y a cela 2 jours, il est venu chez moi, donc 3 jours, pour me dire qu'il a envoyé un inspecteur avec des agents, suspendre les travaux, et avec des invitations à donner aux intéressés, aux gens qui étaient là. Une dame lui a posé la question, dit, vous êtes des agents d'où? Il dit, nous venons de la 4e rue. 4e rue, chez Willy, comme ça. Chez Willy. Oh, mais oh, c'est chez Willy. Non, nous n'allons pas répondre. Vous comprenez? On dit, bon. Alors le magistrat me dit, parce que moi je lui ai posé la question, mes collègues, pourquoi vous n'avez pas fait le rapport? Il me dit, non chef, moi j'ai dit à l'inspecteur de rentrer, de faire le rapport de tout ce qui s'est passé, donc de reprendre les paroles. Moi non, il fallait me dire. Et j'ai instruit l'officier de police judiciaire ou l'inspecteur judiciaire, même aux collègues, de faire en sorte que la personne là soit arrêtée. Comme ça, il viendra me dire, depuis quand on est des amis, hein, depuis quand on est des amis, et que même si on était des amis, qu'il peut bafouer l'autorité. Comme ça, j'ai ordonné qu'il soit arrêté. Bon, parfois, par motif, compris des réserves, les gens, les collègues peuvent penser que non, effectivement, cette personne peut dire qu'on est le chef, peut-être c'est sa sœur, non. Collègue, à peine arrivé, c'est ça que j'ai dit. J'ai des magistrats du parquet général là-bas. Je lui ai dit, à peine arrivé à ma tête, j'ai eu un neveu que je ne connais pas. Moi, je n'ai pas beaucoup évolué ici. Beaucoup de gens sont nés après moi. J'ai fait tout mon parcours un peu à l'intérieur. N'est-ce pas? Il était poursuivi pour Stelliona. Ils ont vendu la parcelle d'autrui. Donc lui et son ami qui était le petit frère du propriétaire, ils ont vendu à 6 000 $. Si on peut faire la répartition, c'est-à-dire chacun avait bénéficié de combien? De 3 000. Ça c'est la moyenne, mais généralement, les petits frères du propriétaire pouvaient se prévaloir de cette qualité pour avoir la part du lion. Ils sont venus et on l'a arrêté. Sa maman est venue pour me dire non, voilà, votre neveu est ici. Il est arrêté, pourquoi? Oh, ça. J'appelle le magistrat, non, chef, mais ils ont vendu. À ce moment-là, on n'avait pas encore affecté de magistrat ailleurs. Il y avait le collègue J.P. Ndumba, celui qui avait le dossier. Et non, chef, mais ils ont vendu. Toutes les preuves sont là. D'ailleurs, ils sont passés aux aveux. Et j'ai dit à sa maman, moi, si je laisse votre neveu, donc tous les neveux là, votre fils plutôt, tous les neveux qui sont ici, toutes les nièces croiront que je suis venu ici pour faire la poterie, je ne sais pas quoi. Votre fils va rester en prison jusqu'au jour où il aura payé la part qu'il avait reçue. C'est à ce moment-là qu'on va envisager, pas la relaxation, la liberté provisoire. Qui avait le dossier? C'était J.P. Ndumba. Je crois qu'il doit avoir laissé ça. Avant cela. Ces garçons sont restés pendant plus d'1 mois à la prison de Makala. Ils sont venus, ils ont versé 2 000 $. Ce n'est qu'après que j'ai demandé au magistrat d'autoriser, d'accorder la liberté, pas la liberté provisoire. Je voulais éviter ce genre de situation, que personne ne se comporte à la cité n'importe comment, parce qu'il sait qu'il a quelqu'un qui va cautionner ses actes. Je ne suis pas de cette nature-là. Certains d'entre vous ont ce genre de sentiments. Moi, non. Et si vous êtes à mes côtés, vous ne saurez pas de quelle tribu je suis. Vous ne saurez pas
Moi, je ne suis pas partisan, je n'aime pas ça, ça ne me colle pas. Bon, peut-être certains d'entre vous, quand vous êtes ici à Kinshasa, vous devez vous sentir comme étant un véritable compatriote, parce que vous n'avez rien à voir avec vos origines. Donc, évitez d'avoir ce genre de sentiments quand vous instruisez les dossiers. Et vous serez à l'aise. Donc, pour moi, collègue, quelqu'un qui n'a pas répondu à votre mandat de comparution, ou qui tout simplement échappe à un mandat d'amener, parce que vous l'avez fait ayant constaté qu'il n'a pas répondu au mandat de comparution, et qui vient chez nous, si nous sommes au courant de ça, même si on a déjà ouvert un dossier PG 030, on va faire des observations et le dossier va vous retourner. Et pendant que je vous dis, beaucoup de dossiers sont retournés comme ça. Tout simplement parce qu'on a constaté que la personne qui vient nous saisir, qui vient faire demander des dossiers en communication, n'a jamais comparu devant le magistrat. Si nous ne le faisons pas, chers collègues, vous ne serez pas respectés. Vous comprenez? Pour qu'on me respecte, il faut que ces gens vous respectent. Il faut qu'ils vous respectent. C'est ça mon principe. Le magistrat doit être respecté. Mais est-ce que le magistrat se respecte? Ça, c'est un autre point. J'attends d'autres questions.